Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous vous emmenons dans les rues grises de Boston. Dans l'Amérique des années 60, là où la peur s'est glissée entre les murs, et où la mort frappait derrière les portes closes. Entre mensonges, violence et double vie, découvrez l'histoire interdite d'Albert de Salvo, plus connu sous le nom de l'étrangleur de Boston. Plombier, mari, père de famille, un homme ordinaire, poli, méticuleux, mais sous la surface, un prédateur. 13 femmes assassinées. Toujours seule. Toujours chez elle. Et une signature silencieuse. Aucune effraction. Une ville en état d'alerte. Une enquête chaotique. Et un suspect qui, soudain, avoue tout. Mais le plus dérangeant? Et si Albert de Salvo n'avait pas été seul? Ou pire encore? Et si la vérité n'avait jamais été vraiment dite? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Laissez-vous emporter par cette histoire fascinante. Entre peur urbaine, manipulation, et secrets bien enfouis. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Boston, hiver 1962. La neige tombait paresseusement sur les pavés, effaçant les pas pressés des travailleurs rentrant chez eux, les lumières des lampadaires dessinant des ombres longues sur les façades de briques. C'était une ville fatiguée mais tranquille, une ville où les portes claquaient tôt, où les rideaux se fermaient dès la tombée de la nuit. Et pourtant, cette nuit-là, un souffle d'inquiétude s'est glissé sous ces portes closes. Dans un appartement modeste de Beacon Hill, une femme ne répondait plus aux appels de ses voisins. Sa radio, pourtant, diffusait encore des airs familiers, comme si elle dansait seule dans l'absence. Quand la porte fut forcée, le spectacle qui les attendait fit geler le sang dans les veines les plus solides. Elle gisait là, sur son lit défait, le regard éteint fixé vers le plafond. Sa propre écharpe nouée autour de son cou, tressée en un nœud d'apparat, comme un sinistre ruban funéraire. Pas de lutte apparente. Pas de trace d'effraction. Juste ce calme glacial, ce silence lourd que seule la mort s'est imposé. La police murmura d'abord un cambriolage. Mais rien n'avait été volé. Pas un bijou manquant. Pas un tiroir fouillé. La presse, elle, flairant déjà le frisson, titra dès le lendemain, Boston frappé par un tueur élégant. Les gros titres s'étalèrent, un meurtrier rôde, et il a la politesse du diable. Dans les cafés, les salons de coiffure, dans les files d'attente de l'épicerie, on chuchotait. Tu as entendu? On dit qu'il entre sans forcer les portes. Et qu'il laisse ses victimes comme exposées. Le surnom commença à circuler, d'abord entre les lèvres tremblantes, puis imprimé en lettres capitales, The Boston Strangler. Les femmes verrouillèrent 2 fois leurs portes. Les mères rappelèrent leurs filles plus tôt. Et la ville, cette vieille dame fière de sa culture, de ses universités, de ses quartiers bien tenus. Boston se mit à trembler. Mais le plus effrayant, vois-tu, ce n'était pas le crime. Ce n'était même pas le nœud serré autour de la gorge de cette première victime. Non. C'était l'idée qu'il avait parlé avec elle, qu'il s'était assis, peut-être, dans ce même fauteuil encore tiède, qu'il avait su l'amadouer, entrer, convaincre, séduire. Car il n'avait pas brisé de fenêtre. Il n'avait pas forcé de porte. Il avait été invité. Et dans l'air de cette nuit-là, un parfum d'inquiétude flottait, comme un présage. Car ce meurtre n'était que le premier. Et le strangleur, déjà, cherchait sa prochaine proie. Les jours passèrent. Les gros titres fanèrent. La neige fondit dans les caniveaux, mêlée à la suie et à l'oubli. Mais Boston, elle, n'avait pas encore fini de trembler. Car voilà qu'un autre corps fut retrouvé. Jane Sullivan, 55 ans, institutrice à la retraite, fut découverte dans sa baignoire, les mains croisées sur sa poitrine, une cordelette serrée autour de son cou. Le même nœud, cette même signature. Mais cette fois, la peur s'infiltra jusque dans les foyers les plus austères. Et puis une autre. Sophie Clark, 23 ans, étudiante brillante, la vie devant elle. Son appartement, impeccable. Elle aussi étranglée. Aucun signe de lutte. Un autre nœud, artistique, presque moqueur. Les portraits des victimes commencèrent à s'empiler sur les bureaux de la police. Des visages d'âges différents, de milieux variés, mais toutes des femmes seules.
La ville, elle, regardait ces photos imprimées en noir et blanc sur les pages des journaux, et frémissait. Elle aurait pu être ma sœur. Elle me ressemble, tu ne trouves pas? Les funérailles se succédaient. Des cortèges silencieux avançaient sous la neige. Mais l'angoisse, elle, ne s'enterrait pas. Au contraire, elle grandissait. Chaque serrure doublée, chaque regard lancé derrière l'épaule nourrissait le monstre invisible. Et la presse, avide, tissait la toile. Boston Strangler, 3e victime. Qui sera la prochaine? Le mythe gonflait, déformait les faits, les transformait en légendes vivantes. Certains voyaient en lui un gentleman criminel, d'autres un spectre insaisissable. Mais tous s'accordaient sur une chose, il était parmi eux. Car les scènes de crime racontaient toute la même histoire muette, aucune effraction, aucune lutte. Non. Le Strangler n'entrait pas de force. Il faisait confiance. Et dans cette confiance brisée, il plantait sa lame invisible. Les policiers, eux, erraient de piste en piste. Des milliers d'interrogatoires, des centaines d'empreintes, des soupçons jetés sur des voisins, des amants, des livreurs. Mais rien. L'ombre se jouait d'eux, glissant entre les mailles comme un serpent sous la neige. Et pendant ce temps, la ville murmurait. Il va frapper encore. Car déjà, ailleurs, une fenêtre s'ouvrait sur la nuit. Une voix masculine, douce, persuasive, offrait un sourire, un mot aimable. Une poignée de main. Et une nouvelle femme, quelque part, baissait sa garde. Sans savoir qu'en l'invitant, elle invitait aussi la mort. L'hiver passa, mais le froid resta dans les cœurs. Car pendant que Boston reprenait ses routines, le Strangler, lui, n'avait pas disparu. Au contraire, il traçait son chemin, sinueux, méthodique, patient. Les policiers commencèrent à assembler les pièces, comme un puzzle dont il manquait toujours le centre. 3 victimes, puis 4. Puis 5. À chaque fois, le même rituel glaçant. Une femme seule. Aucun signe d'effraction. Un étrangleur qui n'avait pas besoin de forcer les portes, parce qu'il avait trouvé le mot juste, le ton parfait, le sourire inoffensif. Et ce nœud. Ce satané nœud. Toujours différent, toujours travaillé, presque artistique. Comme si le tueur signait son œuvre, un dernier coup de pinceau macabre avant de disparaître. La police parlait d'un fil conducteur. Mais ce fil, hélas, ressemblait plus à une corde, celle qu'il utilisait pour ôter la vie. Un enquêteur fatigué déclara à la presse. Cet homme, il ne tue pas par rage. Il tue, comme s'il devait accomplir quelque chose. Mais quoi? Et pourquoi? Dans les rues, la peur se mua en paranoïa. Chaque inconnu devenait suspect. Un homme qui vous aidait à porter vos courses? Méfiez-vous. Un voisin qui vous saluait dans l'escalier? Verrouillez votre porte dès qu'il tourne le dos. La psychose s'installa. Et pendant que la ville s'enfermait, lui, le Strangler, circulait librement. Car il ne forçait pas. Non. Il était déjà entré. Certaines victimes l'avaient peut-être croisé la veille, au supermarché. D'autres lui avaient peut-être déjà parlé sans le savoir. Car le monstre, vois-tu, n'avait ni cornes ni griffes. Le monstre portait un visage ordinaire. Et pendant que les policiers accumulaient les dossiers, les témoignages contradictoires, les rapports d'autopsie, une nouvelle femme, quelque part, approchait sa main de la poignée, croyant ouvrir à un réparateur, un ami, un inconnu souriant. Elle ne savait pas encore qu'en tournant cette poignée, elle ouvrait la porte au fil du tueur. Et ce fil, lentement, l'enlaçait déjà. Boston, été 1963. La chaleur étouffante se plaquait sur les trottoirs. Les volets claquaient paresseusement, les rues vibraient au rythme des bus et des vendeurs ambulants. La ville, en surface, semblait retrouver une respiration normale. Mais sous cette façade tranquille, les cœurs battaient plus vite. Car le Strangler n'avait pas disparu. Il s'était simplement fondu dans la masse. Et parmi cette foule, un homme marchait, l'air tranquille. Albert de Salvo. Un mari. Un père. Un ouvrier consciencieux. Un vendeur de portes, parfois réparateur. Un homme au sourire facile. Il tenait les portes aux dames, aidait les voisins à monter leurs courses, discutait volontiers des matchs de baseball. Rien, dans son apparence,
n'éveillait la moindre méfiance. Rien, sinon ce regard, trop attentif, trop calculateur, quand il posait les yeux sur une femme seule. Car Albert, derrière le masque d'homme ordinaire, portait une faille ancienne. Son enfance? Un père violent, brutal, humiliant sa mère, battant ses frères. Albert grandit dans cette jungle domestique, où la force dominait, où les cris résonnaient plus fort que les rires. Et quelque chose, déjà, se fissurait en lui. Adolescent, il commença à voler. Puis, à observer. Puis, à entrer dans les appartements sans permission. Pas pour voler. Non. Pour regarder. Pour toucher. Pour sentir. Une obsession se formait, comme un serpent lové au fond de son âme. Et aujourd'hui, adulte, ce serpent était affamé. Il toqua aux portes, avec son costume modeste, sa boîte à outils. « Je viens vérifier votre serrure, madame ?» Et les portes s'ouvraient. Encore. Et encore. Car l'arme d'Albert n'était pas un couteau. Ce n'était pas sa force. Non. Son arme, c'était la confiance. Chaque sourire poli, chaque mot rassurant, chaque geste anodin, tressait la corde invisible qui allait bientôt se resserrer. La police, elle, pataugeait. Cherchait un homme brutal, un rôdeur louche, un étranger inquiétant. Mais jamais, un homme comme Albert. Et pendant ce temps, Albert continuait à marcher dans les rues de Boston, saluant les passants, discutant avec les commerçants. Et le soir venu, quelque part, une fenêtre s'ouvrait. Une voix masculine. Un sourire. Une poignée de main. Et derrière cette porte, une femme seule. Ignorant qu'en offrant sa confiance, elle venait d'ouvrir la porte au visage ordinaire de la mort. Avant Boston. Avant les nœuds élégants et les portes entr'ouvertes. Il y avait un petit garçon. Albert de Salvo, né en 1931, dans une maison où l'amour n'avait pas sa place. Son père, Franck, un tyran domestique, frappait sa femme, ses enfants, jusqu'à l'épuisement. Il faisait asseoir Albert pour qu'il regarde, témoin forcé de l'humiliation de sa mère, traîné par les cheveux, jeté à terre. « Regarde bien, mon fils, » disait Franck. Et Albert regardait. Sans comprendre, sans pleurer, mais en enregistrant. Tout. Chaque gifle. Chaque cri. Chaque soumission. L'école? Un champ de bataille. Albert y apprit la méfiance, la ruse, le mensonge. Un garçon turbulent, voleur de petites choses, manipulateur précoce. Mais sous les bêtises d'enfant, une graine sombre germait. Adolescent, il passa ses nuits dehors. À observer les maisons, les fenêtres illuminées. Pas pour cambrioler. Non. Pour regarder les gens vivre. Il entrait parfois, doucement, silencieusement, repartait sans rien voler. Juste, pour savoir qu'il pouvait entrer. Les autorités le connurent vite. Petit vol. Intrusion. Exhibitionnisme. On l'envoya dans des maisons de correction. Il en ressortit, plus habile, plus charmant, plus lisse. Car Albert, vois-tu, comprit très jeune une grande vérité. Les gens font plus confiance à un sourire qu'à une clé. Il se maria. Il eut des enfants. Mais cette normalité, cette façade proprette, n'était qu'un masque. Car la bête en lui grondait encore. Et un jour, il se mit à toquer aux portes. Non plus pour regarder. Non plus pour entrer sans bruit. Mais pour tisser sa toile. « Bonjour madame, je viens vérifier vos serrures. » Et derrière la porte, une femme seule. Elle ouvrait. Toujours. Car Albert avait appris du meilleur maître. Son père l'avait formé sans le savoir. Et maintenant, le petit garçon témoin était devenu bourreau. Il était une fois, un homme en uniforme. Pas celui d'un policier. Ni celui d'un soldat. Non. Un uniforme banal, mais rassurant, celui du réparateur, de l'ouvrier, de l'employé municipal. Albert de Salvo comprit vite qu'un simple bleu de travail, un badge brodé, une boîte à outils à la main, suffisait à désarmer la méfiance. Car qui refuserait d'ouvrir la porte à un homme qui venait réparer? Et ainsi, il se mit à rôder, de quartier en quartier, frappant aux portes. « Bonjour madame, je dois vérifier vos canalisations. » Il paraît qu'il y a eu des cambriolages dans l'immeuble,
je vérifie les serrures. Et les portes s'ouvraient. Encore. Et encore. Il entrait. Il regardait. Parfois, il touchait. Mais souvent, il partait sans rien faire. Sans blesser. Un jeu. Une expérimentation. Jusqu'au jour où ce ne fut plus suffisant. Les agressions commencèrent. Pas des meurtres. Pas encore. Mais des femmes, attachées, menacées, humiliées. Puis relâchées. Et ces femmes parlaient à la police. Décrivaient un homme poli, charmant, presque aimable, jusqu'au moment où son regard changeait. Mais il ne laissait jamais d'empreinte. Et quand on tentait de dresser un portrait robot, c'était un visage trop banal, trop lisse, trop ordinaire. La presse, elle, ne liait pas encore ses attaques au meurtre. La police hésitait. Et Albert, lui, gagnait en audace. Car il avait compris. Ouvrir une porte, c'était plus qu'entrer dans une maison. C'était entrer dans une vie. Et une fois qu'il était dedans, il décidait. Du geste. Du destin. De la fin. Il jouait ce rôle, l'homme en bleu, l'homme de confiance. Mais sous l'uniforme, c'était toujours le petit garçon au regard cassé. Celui qui regardait son père battre sa mère. Celui qui avait appris qu'ouvrir une porte, c'était renoncer au contrôle. Et maintenant, c'était lui qui contrôlait. Chaque poignée qu'il faisait tourner. Chaque serrure qu'il manipulait. Chaque regard qu'il croisait. La ville ne savait pas encore qu'elle abritait un acteur. Un homme capable de porter 1000 visages, 1000 rôles, mais une seule intention. Et derrière chaque porte, un destin se tenait prêt à basculer. Ainsi, l'homme en bleu parcourait Boston, invisible et omniprésent. Un fantôme en plein jour. Et nul ne savait encore que sous ce bleu de travail, se cachait la couleur du sang. Boston, automne 1963. Les feuilles mortes craquaient sous les pas des passants, les vitres vibraient sous les bourrasques. Et les nécrologies remplissaient les colonnes des journaux. Car le strangleur frappait encore. Et encore. Mais quelque chose avait changé. Avant, il ciblait des femmes mûres, seules, veuves ou isolées. Désormais, il visait aussi les plus jeunes. Une étudiante. Une secrétaire. Une mère célibataire. Les policiers commencèrent à gratter leur tête fatiguée. Ce n'est plus le même profil de victime. Pourquoi ce changement? Certains murmuraient, ce n'est plus le même homme. Mais d'autres, plus lucides, chuchotaient déjà. Il prend confiance. Il teste. Il escalade. Car le mode opératoire, lui, restait fidèle. Pas d'effraction. Pas de lutte. Toujours ce nœud raffiné, comme une signature moqueuse. Et pourtant, certains détails différaient. Un mouchoir oublié. Une empreinte partielle. Une corde d'un autre matériau. Les enquêteurs hésitaient. Une seule main derrière ces crimes? Ou plusieurs? Pendant ce temps, la peur se transformait en obsession. Les femmes dormaient avec des couteaux sous l'oreiller. Les cadenas se vendaient par centaines. Les chiens de garde devenaient des compagnons de lit. Mais malgré les verrous, malgré les précautions, les portes s'ouvraient toujours. Car ils savaient comment les faire ouvrir. Un compliment. Un sourire. Une ruse. Et derrière chaque poignée tournée, une confiance trahie. Albert, lui, se regardait dans le miroir chaque matin. Un homme ordinaire. Un mari. Un père. Et le soir venu, il rôdait, son sourire de vendeur, son badge d'employé, son sac d'outils. Mais dans ses yeux, un éclat nouveau. Ce n'était plus seulement un jeu. Ce n'était plus seulement un besoin. C'était une mission. Une compulsion, irrésistible, comme une vague qui monte et déferle. Chaque meurtre n'apaisait rien. Chaque meurtre appelait le suivant. Et quelque part, dans la nuit, une fenêtre s'ouvrait. Une lumière douce baignait la pièce. Une voix d'homme, aimable, familière, demandait. « Puis-je entrer ?» Et derrière la porte, une femme disait oui. Ainsi, la ville s'enfonçait, victime d'une terreur invisible. Car comment combattre un monstre quand on ignore son visage? Et pendant que Boston barricadait ses fenêtres, Albert continuait à tourner les poignets. Boston, hiver 1964. La neige recouvre les trottoirs. Les décorations de Noël clignotent timidement derrière les fenêtres.
Mais il n'y a plus de fête. Plus de joie. Car cette année-là, la ville vit dans la peur. Les femmes ne répondent plus aux inconnus. Les portes restent closes. Et les journaux, chaque matin, comptent les cadavres. Mais ce matin-là, une autre nouvelle tombe. Un homme a été arrêté. Pas pour meurtre. Non. Pour violence sexuelle. Un homme dont le nom ne dit encore rien à personne. Un homme au sourire poli, au regard franc. Un homme qui s'appelle Albert de Salvo. Les policiers, eux, pensent avoir coincé un autre prédateur. Celui qu'on a surnommé The Measuring Man, l'homme qui, sous prétexte d'études de mode, demandait aux femmes de se laisser mesurer, toucher, palper. Un fétichiste, un petit déviant, pas un tueur. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais en prison, Albert rencontre Georges Nassar, un détenu bavard, un criminel plus violent, plus expérimenté. Et là, entre les murs froids, dans les murmures nocturnes des cellules, Albert commence à parler. Au fil des soirs, il confie. Des détails. Des histoires. Des noms de rues. Des descriptions de scènes jamais publiées. Et peu à peu, Georges comprend. C'est toi ? Souffle-t-il à travers les barreaux. C'est toi, l'étrangleur. Albert, lui, sourit. Comme un enfant fier de sa bêtise. Oui. Moi. C'est moi. Georges transmet ses aveux aux autorités. La police accourt, note, interroge. Et Albert déroule son histoire, comme un fil trop longtemps retenu. Il raconte chaque porte qu'il a fait ouvrir. Chaque sourire. Chaque nain. Il connaît des détails jamais révélés. Des lieux précis. Des gestes oubliés. La police est stupéfaite. Aurait-elle enfin capturé le monstre ? Mais, quelque chose cloche. Certains détails sont flous. D'autres, inexacts. Albert mélange les scènes. Invente des éléments. Corrige des faits déjà connus. Et dans les bureaux d'enquête, le doute s'installe. Ment-il ? Joue-t-il un rôle ? Cherche-t-il la gloire, ou expie-t-il un fardeau ? Pendant ce temps, la presse jubile. Albert de Salvo, l'étrangleur arrêté. Boston respire enfin. Ou croit respirer. Mais dans les yeux d'un inspecteur fatigué, une lueur reste vive. Et si ce n'était pas si simple ? Car arrêter un homme, n'efface pas les ombres. Et pendant qu'Albert, derrière les barreaux, parle, sourit, enjolive, le mythe continue de grandir. Boston respire. Où est-ce ? On l'a eu. C'est ce que répètent les gros titres, ce que chantonnent les radios, ce que murmurent les voisins. Albert de Salvo, l'homme banal au sourire poli, est derrière les barreaux. Le monstre est en cage. Mais dans les bureaux feutrés de la police, les dossiers restent ouverts. Les inspecteurs lisent, relisent les aveux. Certains détails sonnent justes. Mais d'autres grincent. Il a dit qu'elle portait un peignoir rouge, mais c'était un bleu. Il place le corps dans la chambre, mais elle a été retrouvée dans la salle de bain. Il parle d'un balcon, mais cet immeuble n'en a pas. Un enquêteur se penche sur les papiers, les photos, les témoignages. Et son front se plisse. Est-ce qu'il a vraiment tué ces femmes, ou est-ce qu'il a seulement lu les journaux ? Car Albert a eu accès aux journaux, aux rumeurs, aux on-dit. Et dans ses aveux, un parfum de répétition. Comme s'il rejouait une pièce qu'il connaissait, mais dont il aurait oublié des répliques. Mais la presse, elle, ne veut pas de doute. Elle veut un coupable. Un nom. Une fin. Et Albert ? Albert parle. Encore et encore. Chaque fois, il enjolive. Chaque fois, il ajoute un détail sordide, comme un enfant inventant des histoires de monstres. Mais derrière ce flot de mots, la vérité se dilue. Son avocat, F. Libellet, voit en lui un homme malade. Un homme à protéger, ou à exhiber. Il plaide la folie. Albert, lui, oscille entre confession et dénégation. Entre fierté et peur. Car au fond, Albert ne sait peut-être même plus ce qu'il a fait. Ou ce qu'il n'a pas fait. La police, elle, s'interroge. Est-il vraiment l'étrangleur, ou juste un homme qui a besoin d'être quelqu'un ? Mais dans la rue, la foule ne veut plus de questions. Elle veut croire. Elle veut fermer les verrous. Elle veut tourner la page. Et Albert,
dans sa cellule, sourit encore. Peut-être parce qu'il a piégé tout le monde. Peut-être parce qu'il est seul à savoir la vérité. Peut-être parce qu'il ne le sait pas lui-même. Ainsi, la ville crut voir la lumière. Mais parfois, amis, la lumière n'est qu'un autre masque. Et pendant que le monde croyait au dénouement, l'ombre, elle, restait tapie. Boston 1967. Les bancs du tribunal sont plats. Les curieux se pressent, les journalistes griffonnent, les flashs crépitent. Albert de Salvo est jugé. Mais pas pour meurtre. Non. Pas un seul des meurtres du Boston Strangler n'est au cœur du procès. On le juge pour les viols, les agressions sexuelles, les intrusions. Pour ses déguisements, ses mensonges, ses ruses. Pour ces femmes qu'il a trompées, attachées, humiliées, mais qu'il n'a pas tuées. Et pourtant, dans les têtes, dans les journaux, il est déjà l'étrangleur. Le procès, en surface, porte un autre nom. Mais dans les murmures des couloirs, dans les regards échangés, il porte la marque du tueur. Son avocat plaide la folie. Albert, assis dans le box, regarde fixement devant lui. Parfois il sourit. Parfois il divague. Et parfois, il semble absent, comme s'il écoutait une voix que personne d'autre n'entend. Les témoignages s'enchaînent. Des femmes racontent sa politesse, son charme trompeur, la bascule soudaine de son regard. Il était si gentil, jusqu'au moment où il ne l'était plus. Mais aucune de ces voix ne parle de corde. Aucune ne parle de nœud. Aucune ne l'accuse d'avoir ôté la vie. Et pourtant, chaque regard posé sur lui est celui qu'on réserve aux monstres. La salle entière veut le voir coupable. De tout. Des crimes qu'on lui reproche. Et de ceux qu'on ne lui reproche même pas. Le jury délibère. Le verdict tombe. Coupable. Albert est condamné à la réclusion à perpétuité. Et la foule, dehors, pousse un soupir. C'est fini. Mais au fond du tribunal, un policier soupire différemment. Pas de soulagement. Non. De fatigue. De frustration. On a enfermé un homme ? Murmure-t-il. Mais est-ce qu'on a enfermé le bon ? Car aucun procès pour meurtre. Aucune preuve formelle. Aucun aveu complet, vérifié, précis. Seulement des mots, des aveux flous, tressés de mensonges et de vérités entremêlées. Et Albert, emmené hors de la salle, sourit encore. Peut-être parce qu'il est le Boston Strangler. Peut-être parce qu'il ne l'est pas. Peut-être parce qu'il est un homme qui n'a jamais su qui il était vraiment. Ainsi s'achève le procès, du doute. Car condamner un homme n'efface pas les questions. Et pendant que Boston ferme le dossier, les ombres, elles, ne ferment jamais les yeux. La cellule d'Albert de Salvo est froide, grise, sans éclat. Et pourtant, le monde continue de le regarder. Car dehors, les doutes grandissent. La police a bouclé le dossier. La presse a trouvé son monstre. La foule a eu son coupable. Mais les enquêteurs les plus tenaces, eux, n'ont jamais posé leur stylo. Car certains meurtres ne collent pas. Les dates, les lieux, les détails, diffèrent. Albert confond les couleurs des vêtements. Il décrit des scènes impossibles. Et surtout, il ne peut pas expliquer ce qu'il n'a jamais su. Un rapport secret circule. Certains homicides n'ont aucun lien. Un policier ose dire à voix haute ce que d'autres murmurent. Et si ce n'était pas un seul tueur ? Et si, c'était plusieurs ? Mais Boston ne veut pas entendre. Boston veut tourner la page. La vérité est trop effrayante. Car un seul monstre, on peut l'enfermer. Mais plusieurs ? Dispersés ? Inconnus ? Comment se protéger d'une hydre aux 1000 têtes ? Et pendant ce temps, d'autres crimes continuent. Pas identiques. Pas toujours liés. Mais suffisamment semblables pour ranimer les murmures. Albert, lui, derrière ses barreaux, s'amuse. Il change de discours. Un jour il affirme. Le lendemain il nie. Puis il ajoute un détail sordide. Puis il efface un souvenir. La vérité devient un labyrinthe. Et Albert, sourire en coin, en est le minotaure. Les experts psychiatres s'interrogent. Mythomane ? Manipulateur ? Malade ? Mégalomane ? Un peu de tout. Ou rien de tout ça. Personne ne sait. Peut-être même pas lui. Et la ville, elle, commence à douter.
Les articles se nuancent. Les témoins se contredisent. Les policiers se divisent. Albert reste silencieux. Puis, un jour, il lâche. Vous n'avez jamais compris. Vous n'avez jamais su. Mais il ne termine jamais sa phrase. Il se lève. Et retourne dans l'ombre de sa cellule. Laissant un vide plus lourd que ses mots. Ainsi, le mythe commence à se fissurer. Et Boston découvre que la vérité n'est jamais simple. Albert de Salvo est enfermé. Les barreaux, les murs, les serrures. Tout Boston respire enfin. Le monstre est sous clé. Mais à l'intérieur, le monstre parle encore. Car Albert écrit. Albert raconte. Albert négocie. Il vend des interviews. Il promet de révéler la vraie histoire. Il réclame qu'on publie ses mémoires. J'écrirai tout, si vous payez ma famille. Un show. Un marché. Un jeu. Toujours ce même sourire. Toujours cette petite lueur de défi dans le regard. Ses codétenus racontent qu'il plastronne. Qu'il parle de ses meurtres comme d'exploits. Qu'il se vante d'avoir piégé la police. Mais parfois, il le voit fixer le mur, immobile, absent, comme si une autre voix parlait dans sa tête. La prison n'est pas une punition. C'est sa scène. Albert est l'acteur principal. Et le monde, son public captif. Mais dehors, les doutes persistent. Certains enquêteurs continuent de relier les fils. Et chaque fil mène à une impasse. Il n'a jamais été là, ce soir-là. Ce nœud il ne savait pas le reproduire. Ce témoignage contredit son aveu. Et Albert, lui, change encore sa version. Un jour il est coupable. Le lendemain il est innocent. Puis il dit c'est un autre en moi. Psychiatre, journaliste, policier, chacun donne son diagnostic. Personne ne tranche. La vérité glisse entre les doigts. Mais la cellule reste fermée. Et Albert, chaque nuit, regarde le plafond. Peut-être voit-il les visages. Peut-être compte-t-il les nœuds. Peut-être, ne voit-il rien du tout. Car la prison a emprisonné un homme. Mais pas les questions. Et un jour, un visiteur lui demande. Albert, pourquoi? Il sourit, hausse les épaules, et murmure, parce que je pouvais. Ainsi se consume l'homme derrière les barreaux. Mais la légende, elle, continue de grandir. Car parfois, ami, le monstre le plus terrible n'est pas celui qu'on enferme, mais celui qu'on fabrique. La prison de Walpole dort sous ses projecteurs blafards. Les couloirs résonnent des cris, des rires, des murmures des damnés. Et dans une cellule, Albert de Salvo est retrouvé mort. Poignardé. À plusieurs reprises. Son corps gît sur le sol, baignant dans une flaque sombre, comme une dernière signature. Assassiné. Un règlement de compte? Une vengeance? Un avertissement? Personne ne sait. Ou plutôt, tout le monde a sa version. Les gardiens chuchotent. Les codétenus détournent les yeux. Certains disent qu'il a trop parlé. D'autres disent qu'il en savait trop. D'autres encore murmurent qu'il n'a jamais dit toute la vérité. Et dehors, la nouvelle tombe. Albert de Salvo, présumé Boston Strangler, tué en prison. La ville, un instant, retient son souffle. Puis, un soulagement trouble. Mais un inspecteur, au fond d'un bar, laisse glisser son verre sur le comptoir et dit, la voilas. Et voilà. On ne saura jamais. Car si Albert était bien l'étrangleur de Boston, le secret est parti avec lui. Mais si Albert ne l'était pas entièrement, le vrai tueur respire encore quelque part. La presse, les années suivantes, racontera son histoire comme un fait accompli. Les films en feront un monstre. Les livres, un cas d'école. Mais les archives, elles, les dossiers incomplets, les incohérences jamais résolues, les empreintes qui ne correspondent pas, les crimes si différents, elles continuent de poser des questions. Et Albert, dans la mémoire collective, devient à la fois le coupable idéal et l'énigme parfaite. Un homme mort. Un mythe vivant. Un masque que l'on brandit, même quand personne n'est sûr de qui se cachait derrière. Ainsi s'éteint l'homme. Mais son ombre, elle, plane encore. Et quand on ferme les yeux, parfois, on entend encore toquer à la porte. Puis-je entrer? Des années passent.
les journaux jaunissent. Les témoins vieillissent. Et Boston, elle, referme ses cicatrices, ou du moins essaie. Mais dans les tiroirs d'un laboratoire, les preuves dorment encore. Scellées, numérotées, conservées. Des cheveux, des traces, des fragments. Et puis vient le progrès. L'ADN. La science que l'on appelle enfin à la barre. En 2001, les enquêteurs rouvrent les boîtes. Ils reprennent les scellés. Ils comparent. Ils analysent. Ils confrontent l'ombre à la lumière. Et là, un résultat. Une correspondance. Sur l'une des victimes, Mary Sullivan, 19 ans, la dernière victime présumée du Boston Strangler, l'ADN correspond à Albert de Salvo. La presse jubile. Enfin la preuve. L'affaire est close. Mais les enquêteurs les plus aguerris, eux, gardent le silence. Car si l'ADN relie Albert à Mary, il ne le relie à aucune des autres. Une seule preuve. Un seul lien. Un seul crime. Mais, et les 12 autres? Et celles dont le mode opératoire diffère? Et celles dont les détails contredisent ses aveux? Un seul tueur? Ou plusieurs imitateurs? Ou un imitateur, accusé à tort? Les experts s'interrogent. Certains disent, Albert a peut-être tué Mary, mais pas les autres. D'autres, il les a toutes tuées, mais il a changé. D'autres encore, on n'aura jamais toutes les réponses. Et Boston, elle, choisit de ne plus choisir. La ville garde Albert comme son monstre officiel. Mais au fond, quelque chose résiste. Un doute. Un soupçon. Une ombre. Car même l'ADN, même la science, n'efface pas les contradictions. Et l'image d'Albert de Salvo? Cet homme au visage ordinaire? Ce mari, ce père? Ce mythomane ou ce tueur, reste suspendu entre vérité et légende. Ainsi, la science offre une réponse. Mais la réponse, elle, ne ferme pas la porte. Boston. Aujourd'hui, les rues ont changé. Les fenêtres ont été remplacées. Les verrous sont plus solides. Mais l'ombre, elle, plane encore. Car même si Albert de Salvo est mort, même si son ADN l'a lié à une victime, même si les archives ont été rangées, le doute n'a jamais quitté la ville. Dans les universités, les étudiants en criminologie analysent encore son cas. Dans les émissions, les journalistes rejouent ses aveux. Dans les documentaires, les experts débattent encore. Était-il l'unique étrangleur? A-t-il tout inventé? Était-il un pion? Un bouc émissaire? Car vois-tu, ami, un coupable peut être désigné. Mais un mythe, lui, ne se laisse jamais enfermer. Et Albert, dans l'imaginaire collectif, est devenu plus qu'un homme. Il est l'incarnation de la peur. Le visage banal du mal. Le sourire qui cache la corde. La preuve que le monstre ne vit pas dans les bois, mais juste derrière la porte. Des livres, des films, des séries ont repris son histoire. Parfois fidèle. Parfois romancée. Mais toujours, avec cette même fascination morbide. Et la légende a dépassé les faits. Car chaque détail flou, chaque incohérence, chaque contradiction a nourri le récit. Et aujourd'hui encore, quand la nuit tombe sur Boston, quand une femme seule vérifie 3 fois la serrure, quand un bruit derrière la porte glace le sang, certains chuchotent encore ce nom, comme un sortilège, comme une mise en garde, The Boston Strangler. Et au fond, peu importe la vérité. Car le mythe, lui, a déjà gagné. Ainsi se ferme le livre. Mais les ombres, elles, restent ouvertes. Et peut-être que, la prochaine fois que quelqu'un frappera à ta porte, tu hésiteras un instant, avant de demander, d'une voix prudente, qui est là? Car au fond, l'histoire de l'étrangleur de Boston, c'est l'histoire de la peur qui porte un visage familier. Et les légendes les plus sombres, sont celles qu'on ne peut jamais prouver tout à fait.